Bonjour à tous, donc Bérangère Deplessabar, responsable du pôle certification chez Opco2i. Donc au pôle certification, nous avons plusieurs grandes missions. Donc la création, donc l'accompagnement des branches professionnelles dans le cadre de la création et le renouvellement de leur certification. Également pour mission d'accompagner les branches pour certaines qui le souhaitent dans l'animation de leur partenaire habilité, hein. Donc c'est votre cas. Et puis aussi la partie communication de ces certifications via le réseau des conseillers. Et enfin, l'administration des certifications, donc la préparation des jurys pour les branches, pour certaines branches. Et voilà, toute la partie administrative qu'il y a derrière. Je te laisse la parole, Sarah Vie. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Sarah Viros, je suis chargée de projet au sein du pôle certification et j'ai en charge plus spécifiquement de la gestion des jurys CQP et aussi de vous accompagner les organismes de formation partenaires à la saisie de vos dossiers CQP dans la plateforme GAC. Et dans la continuité de Sarah Vie, donc Réjeanne Gaz, chef de projet des certifications professionnelles à Opco2i, dont effectivement ma principale mission sera d'être mise en relation avec vous, organisme de formation habilité, pour contrôler, vérifier ensemble et construire ensemble la promotion de vos CQP. Et je laisse la parole à Claire, notre intervenante. Bonjour à tous, donc je suis Claire Pratt du cabinet créatif. J'ai été missionnée pour l'ingénierie de certification d'un certain nombre de CQP de la branche maroquinerie dont nous allons évoquer aujourd'hui notamment l'actualisation de certains de ces CQP. Merci Claire. Est-ce qu'on fait un tour très rapidement de table des personnes présentes pour qu'on puisse identifier tout le monde? Bonjour, Najwanen. Oui, il faut se lancer, je pense que dans ce cas. Ouais. Najwanen, je suis la responsable régionale de formation pour les compagnons du devoir à Pantin. Merci Najwa. Bon, je vais continuer sur la lancée de Najwa. Bonjour, donc compagnon du devoir également. Je suis ingénieure de formation. Je travaille principalement pour le siège et je suis parfois amenée à accompagner les métiers et les régions sur le suivi de la formation sur les CQP ou le renouvellement de dossiers d'habilitation. Bonjour à tous, je vais continuer avec les compagnons. Moi, c'est Pascaline, chargée de mission chez les matériaux souples et je m'occupe de la mise en place de différents programmes pour l'ensemble de nos métiers, dont les maroquiniers. Merci. Et d'autres personnes des compagnons du devoir? Non. On a fait le tour apparemment. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Je crois que vous faisiez un tour de table, pardon, j'ai eu du mal à me connecter. Moi, je suis Andrea Offredo, responsable de l'Institut des matériaux souples. Et je pense que Pascaline a dû vous décrire un peu les activités de l'Institut des matériaux souples chez les compagnons du devoir. Voilà, la formation des maroquiniers, entre autres, au national. Petit tour de table, le CTC. Bonjour, Thierry Voisin, donc directeur formation et gestion des savoir-faire CTC. Oui. Je laisse enchaîner. Moi, je n'ai pas de micro, donc je ne sais pas si on vous entend. On vous entend. Christelle Franco, responsable du département maroquinerie. Ah, CTC. Au CTC. Oui. Et pour finir avec le CTC, Elodie Twitou, chef de projet formation. Je suis en réunion, les gens te voient. Hein. Merci Elodie. Bonjour, Karine Thiolet, directrice de l'école Hermès des savoir-faire. Bonjour, merci. Je continue au niveau de l'école Hermès des savoir-faire. Je suis Marie-Émilie Mbineng, chef de projet au sein de l'école Hermès des savoir-faire. Bonjour, je suis Maya Cocheteux, je suis également donc, au sein de l'école Hermès des savoir-faire, chef de projet, et spécifiquement sur la pédagogie. Je continue l'école Hermès des savoir-faire, Mélodie Marlamé, chef de projet pour l'école Hermès des savoir-faire. Et bonjour, je suis Priscilla Balandro, je suis coordonnatrice pédagogique sur le secteur de maroquinerie au Greta CDMA. Greta, très bien. Je vais continuer pour le Greta CDMA. Bonjour. Je suis Yasmina Haddad, assistante de formation sur le secteur de la maroquinerie au Greta de la création du design et des métiers d'art.
Est-ce que tout le monde s'est présenté? Ça nous permet déjà de situer les organismes. Je pense que tout le monde s'est présenté. Je vous remercie. Je vous remercie de votre présence avant tout et voici un aperçu des sujets que nous allons aborder cet après-midi. Donc, nous avons 1h30. Nous les avons structurés, cette présentation, en 5 parties, sachant que chacune d'entre elles traite de sujets essentiels sur le process et les outils d'évaluation dans le domaine de la maroquinerie. Ce qu'on vous propose, c'est qu'après chaque partie, on vous pose des questions pour savoir si vous voulez des précisions ou des compléments, et à chaque fois, on passera d'une partie à l'autre, si ça vous convient. Alors, on a 2 grandes parties. On va parler de la certification de la branche professionnelle de la maroquinerie pour faire un état des lieux. Nous aurons notre intervenante Claire dans une 3e partie qui viendra effectivement vous apporter toutes les précisions sur les nouveaux CQP qui arrivent et l'aménagement aussi des évaluations pour des postes en situation de handicap. Et on terminera, Saravi et moi-même, sur effectivement vous rappeler les missions d'un organisme de formation habilité de ce qu'on attend. Est-ce que ce programme vous convient? Oui, je n'ai pas d'objection. Donc, je vais laisser la main à Bérangère, pour faire un état des lieux des certifications de branche. Ou alors, sauf si vous avez des questions avant de démarrer. Oui, j'ai cru entendre. Oui. Est-ce qu'il y a une question? N'hésitez pas. Non. D'accord, je te relaisse la main. Merci Réjeanne. Donc effectivement, nous allons démarrer par un état des lieux des certifications de la branche maroquinerie. Et donc, dans un premier temps, vous informer alors peut-être que vous avez déjà cette information, mais vous tenir informé de la fusion de 3 branches en une seule branche rassemblée qui s'appelle la branche maroquinerie. Puisque depuis le 23 janvier 2019, les 3 branches ont fusionné et donc la prise d'effet, ceci est effectif depuis le mois de janvier de cette année, puisque les branches ont eu 3 ans pour cette fusion. Donc depuis le 23 janvier 2023, les branches cuirs et peaux, cordonnerie et maroquinerie ont fusionné au sein d'une seule branche maroquinerie, une branche unifiée maroquinerie. Effectivement, donc ces changements ont un impact sur l'identification des entreprises au moment de, par exemple, l'identification des projets CQP, puisque donc là, c'est une seule branche maroquinerie. Donc, les ex-certifications cuirs et peaux et ex-certifications maroquinerie donc, sont rattachées à cette seule et même branche. Donc, c'était important de vous le rappeler en introduction. Alors peut-être un petit état des lieux avant de rentrer vraiment dans les travaux finalisés que Claire va vous présenter, de faire un état des lieux macro de tous les travaux certification en cours. Donc dans un premier temps, et on rentrera dans le détail avec Claire des certifications qui ont été actualisées et qui vont être déposées là sous quelques jours. Le CQP gagné, le metteur au point en maroquinerie et le prototypiste en maroquinerie. Donc, les travaux viennent d'être finalisés et on va vous présenter les process, les référentiels rénovés dans un second temps. Également, en cours d'ingénierie, donc des certifications comme le conducteur d'équipement industriel. Alors maintenant, on va parler de filière et plus de branches, puisque voilà, donc c'est pour principalement le périmètre ex-cuirs et peaux, cette certification conducteur d'équipement industriel. Et donc, le cabinet créatif, donc Claire Pratt, est en train d'actualiser les modalités d'évaluation, le process, donc les outils d'évaluation. Les travaux seront finis courant mai de cette année. Également, le CCPI a animé une formation interne. Donc là, c'est nouveau. Donc la branche maroquinerie est aujourd'hui a souhaité être co-certificatrice d'une certification qui a été déposée par le papier carton. Et donc, ils vont pouvoir déployer la certification. Donc, évidemment, on vous fera une présentation dans quelques mois quand les travaux seront finalisés pour vous présenter ces outils d'évaluation créés. Donc, la livraison est prévue pour le mois de juin. Donc, les travaux de création ont démarré.
Le CQPI animateur d'équipe, donc c'est pareil, le CQPI est une certification qui est partagée par plusieurs branches. Il a été déposé par la branche recyclage, il est inscrit au RNCP. Et là, la filière cuirs, épeaux et maroquinerie souhaite déployer la certification. Donc Claire Pratt est en train d'actualiser les outils d'évaluation et le process. C'est une livraison prévue en juin. Enfin, donc le piqueur polycompétent. Donc là, nous sommes en train de faire des travaux de réactualisation du référentiel et des modalités d'évaluation du process. Nous avons un suivi de cohorte qui est en cours et les travaux donc, sont prévus entre mars et novembre 2024. Et donc, nous avons de l'ingénierie à venir, donc dans les prochains mois, prochaines semaines. Certaines ingénieries vont même démarrer d'ici peu puisqu'elles vont démarrer en mai. Donc, le fabricant bracelet-montre, nous allons relancer une étude d'opportunité sur le renouvellement pour voir si le périmètre actuel de la certification correspond aux besoins actuels des entreprises et voir si la certification doit évoluer, si le périmètre doit évoluer ou non, et évidemment ensuite de l'ingénierie sur le référentiel si nécessaire. Donc les travaux vont être menés entre mai et juin. Pour le coupeur maroquinerie, donc nous sommes en train de renouveler la certification puisqu'elle va arriver à échéance et également un suivi des cohortes à venir. Donc les travaux vont être menés entre mai et octobre. En parallèle, nous avons également une étude d'opportunité sur la création d'une certification modéliste qui va être lancée fin mai pour voir s'il y a un besoin réel auprès des entreprises de créer ce type de certification. Ensuite, donc là, c'est pour l'ex-périmètre cuirs et peaux. Donc, le CQP coloriste, tannerie, mégisserie, peinture ou finissage. Donc là, pour rappel, cette certification, elle a été créée et nous sommes en phase de finalisation de l'expérimentation puisque la deuxième cohorte va être finalisée cette année. Et donc, des travaux, plutôt le dépôt France Compétences qui arrivera en avril 2025. Et enfin, donc, le CQP agent de production en tannerie, mégisserie. Donc, celui-ci, il arrive à échéance l'année prochaine. L'objectif, c'est de redémarrer des travaux éventuellement d'actualisation pour un réenregistrement au RNCP d'ici la fin de l'année, d'ici mai 2025. Pour rappel, donc entre le moment où la branche, avec l'appui d'un prestataire, entre le moment où la branche dépose un dossier et le moment où nous avons un retour de la part de France Compétences, il se passe en moyenne 6 à 7 mois. C'est important de pouvoir vous rappeler ce délai qui est assez long, puisque donc les différentes étapes sont, dans un premier temps, le certificateur, donc la branche, dépose un dossier auprès de France Compétences. Il y a une première étape qui s'appelle la recevabilité et qui prend entre 15 jours et un mois. On est plutôt en ce moment sur 1 à 2 semaines, mais ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Et donc, là, on vérifie la conformité des pièces administratives, ce qu'on appelle la recevabilité. Et ensuite, on passe à l'étape suivante si le dossier est recevable. Et on passe à l'étape d'instruction de la demande qui, elle, prend entre 5 à 9 mois, tout dépend du dossier. Tout dépend aussi de la charge France Compétences. Plus France Compétences a de dossiers à traiter sur un moment donné, forcément, plus le délai sera lent. Et puis, voilà, tout dépend de la catégorie. Est-ce qu'on dépose au RNCP sur un métier ou au répertoire spécifique sur des compétences complémentaires à un métier? Donc, c'est entre 5 à... Ce délai d'instruction, c'est entre 5 à 9, jusqu'à 9 mois. Ensuite, lorsque l'instructeur instruit le dossier, la dernière étape sera le passage en commission de la commission France Compétences.
Et suite à cette commission, France Compétences émet un avis. Soit l'avis est favorable et donc nous aurons une publication au RNCP ou au RS et cette publication, elle peut être d'1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Ou alors, nous avons un avis défavorable de France Compétences. Et alors, on peut aussi avoir une troisième catégorie qui s'appelle l'ajournement. Ça veut dire qu'il manque des éléments et on peut compléter le dossier sans repasser à la case 0. Par contre, si France Compétences refuse, on repart à 0. D'où l'importance d'avoir des dossiers conformes aux exigences France Compétences, puisque on est obligé de repartir avec à nouveau le délai très très long de 6 à 7 mois d'instruction. Est-ce qu'il y a des questions sur peut-être cette première partie très macro voilà, des exigences France Compétences et de l'état de toutes les certifications en cours? Ah, on voit un pouce. Ok, bon, ça a l'air de... On va pouvoir passer à la... Effectivement, donc là, on va également rester dans la vision macro, puisque Claire rentrera dans le détail des travaux finalisés. On fait un petit rappel des différents acteurs du dispositif, les missions principales de tous les acteurs du dispositif certification. Donc, évidemment, la CPNE, Commission paritaire nationale de l'emploi, qui a pour rôle d'identifier les besoins en compétences et en formation de la profession, de décider ou non de la création d'une ou plusieurs certifications, évidemment de faire évoluer ces fameuses certifications en fonction des besoins, des procédures et faire évoluer les référentiels de certification, d'habiliter les organismes, donc vous, c'est son rôle, la CPNE, de vous habiliter, donc les organismes à la fois qui forment et ou qui sont habilités à évaluer. Veillez à ce que le dispositif que vous mettez en place soit conforme à leur procédure mise en place. Ils ont pour rôle également de communiquer sur ces certifications et évidemment de répondre aux obligations de France Compétences, puisque tout à l'heure, on expliquait les différentes étapes chez France Compétences. Donc, ils ont pour rôle de répondre à ces obligations. L'opérateur de compétences, donc il y a 2 grandes missions. La première mission, c'est le pôle certification qui couvre cette mission. Donc, pour certaines branches, et c'est le cas pour la maroquinerie, nous recevons et traitons les demandes d'habilitation, donc vos demandes d'habilitation en tant qu'organisme ou sur vos experts habilités. Également, et Réjeanne vous a présenté son rôle, donc l'animation de ce réseau, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se réunit aujourd'hui, ce rôle d'animation de ces partenaires habilités dans le cadre du mandat de gestion. Nous assurons également le pilotage et le suivi de toutes les certifications de certaines branches, présentation des dossiers en jury, suivi des cohortes, etc. Et enfin, nous avons pour rôle d'assurer et organiser les contrôles de ces partenaires habilités pour le compte de la CPNE. Enfin, donc la deuxième grande mission, c'est plutôt quelque chose qui est couvert par le conseiller. La communication et la promotion des certifications auprès des entreprises et évidemment l'ingénierie financière par les conseillers. Donc vous, en tant qu'organisme habilité, on rentrera un petit peu plus dans le détail avec Réjeanne tout à l'heure, mais vous avez pour rôle d'assurer la promotion des certifications, transmettre toutes les informations nécessaires au suivi et au bilan des actions de formation et d'évaluation, organiser, mettre en œuvre les parcours formation, évidemment, dans le respect des procédures et des différentes étapes jusqu'au jury paritaire, et évidemment collaborer au processus et à l'amélioration continue de ces certifications. Et enfin, donc le jury paritaire, qui est une émanation de la CPNE, il s'assure du respect des procédures dans le cadre de la qualité de leur démarche.
faire état des dysfonctionnements et évidemment des améliorations, délibérer des résultats au moment de ces jurys paritaires et enfin délivrer les parchemins et les signer. Pour être candidat à la certification, aux certifications des branches, donc soit le candidat peut y accéder dans le cadre d'un parcours formation ou dans le cadre d'une démarche VAE. Donc, pour rappel, la VAE n'est possible que pour des certifications inscrites au RNCP. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Les certifications inactives ou qui n'ont jamais été inscrites ne peuvent pas être préparées dans le cadre de la VAE. Et donc, le dispositif de le dispositif certification des branches s'adresse, de la branche, s'adresse aux candidats des entreprises qui relèvent de la branche maroquinerie ou qui souhaitent intégrer cette branche. Donc, des demandeurs d'emploi qui souhaiteraient intégrer la branche. Et donc, un petit focus sur les différents dispositifs de financement qui peuvent être mis en place par rapport aux typologies des certifications. Donc, certifications qui sont inscrites au RNCP et à l'inverse, celles qui n'ont jamais été inscrites ou qui sont aujourd'hui inactives. Donc, il est possible de mobiliser le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés dans les deux cas. Évidemment, il faut que l'entreprise s'assure auprès de son conseiller qu'il y a encore des fonds ou que l'entreprise n'a pas utilisé les fonds pour une autre action. Donc, voilà. En tout cas, c'est possible. Dans le cadre du CPF, donc, il faut obligatoirement que la certification soit inscrite au RNCP pour mobiliser du CPF. Pour le contrat de professionnalisation, donc, c'est possible dans les deux cas, mais évidemment, il faut que l'entreprise se réfère aux règles de prise en charge OPCO2I, puisque pour chaque branche, il y a des règles qui peuvent différer. Pas de possibilité de faire un contrat d'apprentissage pour des CQP, donc c'est non dans les deux situations. Pour la PROA, donc oui, c'est possible. Pour la certification RNCP, il faut par contre que la certification soit dans l'accord PROA et qu'il y ait un accord PROA étendu. Si la certification n'est pas ou plus enregistrée, donc ce n'est pas possible de mobiliser la PROA. Pour les accords mesures d'urgence, donc oui, c'est possible, mais il faut bien vérifier que la branche a un accord mesure d'urgence et répondre aux critères des accords mesures d'urgence, bien sûr. Enfin, donc pour les cofinancements formation continue, il y a des spécificités dans les régions avec certains cofinancements ou même le FNE au national. Il faut bien vérifier. Chaque année, les dispositifs et les critères peuvent changer. Donc, bien vérifier que l'entreprise vérifie que la certification répond aux critères, mais il n'y a pas de frein, qu'elle soit inscrite ou non, pour ce genre de dispositif. Et enfin, donc, pour la PEE, donc, oui, c'est possible dans les deux cas. Il faut juste vérifier que la branche a ouvert pour la certification l'accès aux demandeurs d'emploi ou qu'il n'y a pas eu de prérequis mis en place pour accéder à la fameuse certification. D'ailleurs, on va en parler de ces prérequis juste après. Claire va vous présenter ces prérequis. Et je vais laisser la main à Claire. Est-ce que, peut-être avant de passer au sujet suivant, est-ce que vous avez des questions sur ces premiers éléments? Je ne vois pas de main levée, je ne crois pas. Je pense que Claire, tu peux... Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, dans cette troisième partie, je vais vous présenter un petit peu en détail 3 CQP qui ont été réactualisés. Donc, on a effectivement procédé à une nouvelle ingénierie de certification pour ces 3 CQP afin de permettre leur réenregistrement au RNCP. Donc, 3 CQP en cours de dépôt.
auprès de France Compétences, le CQP gainier, le CQP metteur au point en maroquinerie et le CQP prototypiste en maroquinerie. Alors, concernant les référentiels que vous connaissez par cœur, eh bien, ils ont été actualisés, notamment, la grosse nouveauté, ils ont été découpés en blocs de compétences. Je vous présente ici, donc, pour chaque CQP, les différents blocs de compétences. Pour le gainier, nous avons 3 grands blocs de compétences. Le premier, c'est être capable, par rapport au gainier, il doit être capable de préparer et assurer le suivi des opérations de gainerie. Deuxième bloc de compétences, une fois qu'il a préparé, eh bien, il va réaliser et contrôler les opérations de l'habillage de l'extérieur de l'objet. Et troisième bloc de compétences, il va réaliser et contrôler les opérations d'habillage de l'intérieur de l'objet. Pour le metteur au point, nous avons distingué 3 grands blocs également de compétences. Concevoir la mise au point technique des procédés et des processus de fabrication. Participer à la réalisation et à la validation des prototypes industriels. Et bloc 3, accompagner la mise en production d'articles de maroquinerie et contribuer à l'amélioration continue. Sur le dernier CQP, prototypiste, 3 grands blocs également. Il doit être capable d'élaborer le dossier technique d'un article de maroquinerie, concevoir et valider la maquette de pré-prototypage d'un article de maroquinerie, et enfin réaliser le prototype d'un article de maroquinerie. Bien entendu, là, je vous ai présenté un extrait des 3 référentiels. Ces référentiels sont beaucoup plus complets puisque dans chaque bloc de compétences, nous avons identifié plusieurs compétences à acquérir par la formation et à valider au cours de différentes épreuves. Ce qu'il est important également lorsque vous allez découvrir ces nouveaux référentiels, c'est à la fois ils ont été découpés et déclinés en blocs, mais aussi vous allez voir qu'en termes de mise en forme, en termes de libellé des compétences, eh bien on s'est appuyé, on a répondu à la règle de France Compétences sur la manière de rédiger une compétence. Donc vous verrez que certaines compétences sont très longues à lire, mais elles répondent aux critères de France Compétences. Voilà. Nous avons également, pour certaines compétences, injecté des nouvelles notions, notamment sur tout ce qui touche au développement durable, à l'environnement et à l'amélioration continue. Pour actualiser ces référentiels, on s'est appuyé, bien sûr, sur certains organismes habilités, présents ici, mais également sur les entreprises, où on a conduit effectivement un certain nombre d'entretiens pour vérifier effectivement le contenu de ces référentiels et identifier éventuellement de nouvelles compétences. Donc, voilà. Alors, je rappelle également, alors ce n'est pas une nouveauté, c'est un rappel, que la branche a mis une règle en fait sur ce qu'on appelle les savoirs de base, lire, écrire, compter. La branche a décidé qu'un CQP ou un CQPI ne peut pas être attribué à un candidat qui ne maîtrise pas ses savoirs de base. On rappelle également que pour évaluer ces savoirs de base, aucun examen n'est mis en place spécifiquement. En fait, ces savoirs de base, ils sont évalués en même temps que les compétences professionnelles. Lorsque vous allez mettre en œuvre l'observation au poste, l'étude de cas ou bien le questionnaire technique, eh bien on en profite à ce moment-là pour s'assurer que ces savoirs de base sont bien acquis. L'idée, c'est effectivement, c'est lorsqu'on est dans une démarche de positionnement, c'est-à-dire dans une démarche de pré-diagnostic des compétences acquises et celles restant à acquérir, eh bien, c'est d'identifier dès le début peut-être des difficultés sur la maîtrise de ces savoirs de base, notamment sur des personnes peut-être d'origine étrangère qui ont des difficultés avec le français. Pourquoi? C'est important aussi de pouvoir parallèlement monter en compétences ces professionnels sur des compétences techniques, eh bien, de proposer éventuellement, pour ceux qui en ont besoin, eh bien, des remises à niveau sur ces savoirs de base.
bien sûr, vous pouvez préconiser lors des positionnements ou de l'évaluation des positionnements ces parcours complémentaires. Et là, bien sûr, des organismes spécialisés peuvent effectivement s'occuper de cette remise à jour de ces savoirs de base. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que ces savoirs de base, ils sont rédigés, c'est l'objet, ils font l'objet d'un référentiel de savoir de base qui est commun d'ailleurs à tous les CQP et quel que soit leur niveau, mais c'est un référentiel complémentaire aux compétences techniques et ce référentiel de savoir de base n'apparaît pas du tout au RNCP, n'est pas enregistré au RNCP, c'est un complément bien sûr à la certification au CQP visé. Voilà. Nouveauté également, lorsque l'on enregistre un CQP ou RNCP, eh bien, la branche doit positionner ce CQP à un niveau de qualification. La branche de la maroquinerie a décidé pour le Guénier de positionner ce CQP à un niveau 3, entre parenthèses, et pour nous, à un niveau équivalent CAP. Je vous ai mis ici le descriptif, en fait, l'argumentaire pour dire, effectivement, on est bien sur un niveau 3 par rapport au savoir, au savoir-faire et aux responsabilités de ce guénier. Pour le metteur au point et pour le prototypiste, on est sur un niveau 4, entre parenthèses, et pour nous, un équivalent bac. Voilà. Ce qui se justifie, bien sûr, le prototypiste comme le metteur au point maîtrisent non seulement la technique, mais ils sont amenés à analyser. Ils sont dans la recherche de solutions, de résolution de problèmes, de recherche de solutions d'amélioration, et puis ils sont amenés à collaborer avec différentes équipes disciplinaires, pluridisciplinaires, pour mettre au point ou pour concevoir ce prototype. Bérangère nous parlait de prérequis. La branche a également défini des prérequis pour accéder à la formation de ces 3 CQP. Alors, pour le CQP Guénier, bon, ça va être simple, il n'y a pas de prérequis. Ce CQP est accessible sans expérience professionnelle en lien avec le métier et sans formation ou certification professionnelle en lien avec le métier. Donc, toute personne peut suivre cette formation et accéder à ce CQP. Pour le prototypiste et le metteur au point, on a vu un niveau différent, il faut quand même maîtriser un petit peu les bases. Donc, justifier d'une formation en maroquinerie et ou d'une expérience professionnelle dans des fonctions similaires ou intermédiaires, comme pour le prototypiste, opérateur de coupe, piqueur. Il faut connaître, il faut être capable de monter un prototype de A à Z. Donc, il faut effectivement être bon dans la technique. Voilà. Ça, ce sont les prérequis, évidemment, pour accéder au CQP par la voie de la formation. Par la VAE, la validation des acquis de l'expérience, eh bien, le cadre légal nous dit que le candidat doit justifier d'une expérience d'activité en rapport direct avec la certification visée. Et depuis 2022, il n'y a plus de durée minimum pour cette expérience professionnelle. Je vous parlais tout à l'heure donc des nouveautés, un nouveau référentiel, des prérequis, des niveaux de qualification définis. Les nouveautés concernent également l'actualisation des modalités d'évaluation, des épreuves. Je vous ai mis ici, d'une manière synthétique, tous les outils d'évaluation nécessaires au CQP Guénier. Vous allez voir qu'on s'y retrouve, il n'y a pas une grande révolution, on retrouve les mêmes modalités, si ce n'est eh bien qu'on les a découpées également en blocs de compétences. Ces modalités permettent d'évaluer bloc par bloc. C'est aussi ça la nouveauté et la contrainte, puisque France Compétences nous dit, le cadre légal nous dit,
qu'un bloc doit être certifiable indépendamment des uns des autres. Voilà. Donc, pour notre CQP gagné, on va retrouver notre fameux livret du candidat. Au niveau des améliorations apportées, nous avons ajouté de nouvelles, sur la première page, vous verrez, de nouvelles données concernant le candidat. On lui demande bien sûr son nom, son prénom, son adresse, mais aussi son lieu de naissance, le code postal de son lieu de naissance. Alors, ce n'est pas pour l'embêter, c'est pour vous faciliter la saisie sur la plateforme de gestion et surtout, toutes ces informations sont très importantes. Donc, il faut s'assurer que ce livret soit bien rempli et surtout cette première page par le candidat parce que ça permet également d'avoir toutes les informations pour accrocher, c'est pas très joli, pour accrocher ce candidat à la Caisse des dépôts et consignations pour effectivement construire, permettre à ce candidat de construire son livret de compétences. Voilà. Nous avons aussi ajouté les mentions RGPD, ça c'est important puisqu'on collecte dans ce livret des données personnelles. Et puis pour faciliter votre analyse, repérer dès le départ des trous dans la raquette, on va dire, on a ajouté un auto-positionnement très simple sur les activités liées au CQP visé. On va demander au candidat s'il l'a fait ou s'il sait faire. Et s'il sait faire, est-ce qu'il est plutôt débutant, à l'aise ou expert ou ultra expert, c'est-à-dire qu'il est même capable de transmettre son savoir-faire. Voilà. Ce livret, il est renseigné donc par le candidat. On lui impose, en général, on a mis 1 heure pour renseigner ce livret. Généralement, c'est plus court. Deuxième outil que vous connaissez parfaitement, c'est ce fameux questionnaire technique qui évalue les connaissances et les savoirs. Le questionnaire, vous allez voir, en termes d'évolution, peu d'évolution à vrai dire, si ce n'est que chaque question, on a fléché chaque question vers des compétences aujourd'hui réparties en blocs. Donc, la ventilation de ces questions est modifiée en fonction du nouveau découpage du référentiel en blocs. Et puis, quelques évolutions à la marge des questions, des améliorations, par exemple, d'images qui étaient peut-être pas très nettes, où on a un petit peu modernisé les choses. Voilà. Mais plutôt à la marge, on reste quand même sur ces métiers, sur, comment je dirais, sur des techniques assez traditionnelles et qui évoluent très progressivement. Voilà. Troisième outil, grille d'observation en situation de travail. Et oui, le gagner, c'est bien d'évaluer ses connaissances, mais le savoir-faire, c'est quand même le cœur de son métier, la pratique professionnelle. Là aussi, en termes d'amélioration, vous allez avoir une seule grille d'observation en situation de travail, mais qui est déclinée en blocs de compétences. Voilà, ce qui vous permet d'évaluer soit les 3 blocs d'un seul coup ou bloc par bloc si le candidat a souhaité acquérir le CQP de manière progressive. Donc, cette grille déclinée en blocs, donc si vous évaluez, si vous observez les 3 blocs, c'est à peu près 2 heures, comme d'habitude. Et si c'est une observation bloc par bloc, il faudra compter 30 à 45 minutes maximum par bloc. Vous verrez, cette grille, elle est un petit peu simplifiée, harmonisée aussi sur la forme, voilà. Vous avez la possibilité de renseigner cette grille de manière soit à la main, ou bien de l'imprimer, ou bien de la renseigner numériquement, par exemple, en vous rendant au poste de travail du guignetier avec votre tablette, et vous avez la possibilité d'apprécier directement et de manière numérique les compétences du guignetier. Voilà. Vous verrez, dans cette grille, vous avez la possibilité d'inscrire de nouvelles questions, d'avoir aussi un espace prévu voilà, pour des questions complémentaires pour, encore une fois, affiner votre analyse et votre appréciation. Dernier outil qui finalise le parcours d'évaluation, c'est l'entretien final. Là aussi, cette grille existait. Pareil, elle est déclinée aujourd'hui en blocs pour vous permettre soit de vous entretenir avec le candidat sur l'ensemble des blocs, ou bien
sur un seul bloc, par exemple. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de l'imprimer ou de la renseigner numériquement. Voilà. À votre disposition, comme d'habitude, vous aurez ce fameux fichier Excel de restitution des résultats qui vous permet en fait de centraliser pour chaque candidat toutes les notes et de voir apparaître par compétence et par bloc de compétences, vous savez, les fameux pourcentages de réussite. Voilà. Vous aurez également à votre disposition le règlement de certification qui vous rappelle en fait toutes les règles du jeu qu'on voit aujourd'hui, toutes les règles du jeu mises en œuvre et définies, surtout définies par la branche. Je vous ai mis ici pour clarifier un petit peu la mise en œuvre de ces modalités d'évaluation, je vous ai mis effectivement à quel moment se jouent ces évaluations, l'ordre de passage de ces outils d'évaluation. Que l'on soit un nouvel entrant ou un salarié en poste, le livret du candidat, c'est la première étape, évidemment, puisque vous allez faire connaissance avec ce candidat. Que l'on soit donc, lorsqu'on est un salarié en poste, il y a effectivement ce qu'on appelle un positionnement avant formation. On va repérer les compétences acquises et celles éventuellement qui restent à acquérir. Ce positionnement, on va jouer le questionnaire technique, l'observation en situation de travail et l'entretien final. On joue tous les outils. À partir de ce diagnostic, vous allez détecter soit des écarts entre le référentiel exigé, le référentiel qui décrit les compétences à acquérir et exiger, et puis vous allez peut-être aussi ne pas détecter d'écart, c'est-à-dire que le candidat, puisqu'il est déjà en poste, peut-être très expérimenté, il a déjà toutes les compétences réunies. Dans le cas où il faut passer quand même par la case formation, parce que vous avez détecté des écarts, à l'issue de ce parcours de formation, vous allez mettre en place une évaluation des compétences après formation. Pourquoi ? Pour bien valider le fait que les compétences vues en formation, elles ont bien été acquises après ce parcours. Donc, on ne rejoue pas tous les outils, mais uniquement une observation en situation de travail, où on va plutôt ici cibler, pour vérifier les manques repérés au positionnement, on va plutôt cibler une observation sur les manques repérés au départ, pour voir si maintenant les compétences sont bien acquises. Et on va rejouer l'entretien final. Voilà. La mise en œuvre de ces outils d'évaluation est un petit peu différente lorsqu'on a affaire à des nouveaux entrants dans le métier, où là, on passe d'abord par la case formation, et ensuite, à l'issue de ce parcours de formation, on va évaluer les compétences en mettant en œuvre le questionnaire technique, l'observation en situation de travail et l'entretien final. La dernière étape, que l'on soit un nouvel entrant ou un salarié en poste, la dernière étape, c'est le jury paritaire national, la CPNE, le certificateur, qui, au vu des résultats de chaque candidat, ce jury va délibérer et délivrer la certification, alors soit en totalité, soit bloc par bloc, en fonction effectivement du parcours choisi par le candidat. Tout va bien? Rassurez-vous, je vais aller un tout petit peu plus vite pour le prototypiste et le metteur au point, parce qu'on a des outils communs, le livret, le questionnaire technique, même objectif de ces outils et les mêmes évolutions. Ce qui est un petit peu différent pour le prototypiste et aussi, on va le voir, le metteur au point, c'est qu'il n'y a pas d'observation de poste. C'est difficile pour ces métiers-là d'observer au poste toutes les activités, toutes les compétences. Voilà, parce que là, vous imaginez bien que vous passeriez un mois à observer ces métiers. Donc, sur le prototypiste, c'est des travaux pratiques qui vont lui être imposés. On est vraiment sur des épreuves d'examen, des travaux pratiques. Alors,
vous allez prendre peur, mais il ne faut pas, de 1h à 5h45. Rassurez-vous, ces travaux pratiques, les sujets de ces travaux pratiques, vous les aurez. Ici, bien sûr, votre mission en tant qu'organisme habilité, ce sera de préparer ces épreuves, de vous assurer que la salle est disponible, de vous assurer que le matériel est disponible. Voilà. Mais on a tenté de faciliter aussi ce travail en définissant au préalable les sujets et les résultats attendus, bien sûr. À la disposition, vous aurez, vous, un livret de consignes pour l'organisation et la mise en œuvre de ces travaux pratiques, une sorte de checklist pour vous faciliter l'organisation et la mise en œuvre de ces travaux. Vous disposerez également d'une grille qui vous permet d'évaluer en fait les résultats de ces travaux. On est bien dans le prototypiste, quand je vous parle de travaux, on est sur du patronage, sur la réalisation d'un prototype. Alors attention, on ne va pas demander le prototype en entier, peut-être qu'une partie. Oui. L'autre petite différence avec notre guénier, c'est la grille d'entretien final. Pour le guénier, c'est un face-à-face entre vous, organisme habilité, et le guénier. Là, c'est un petit peu différent. L'idée aussi, ce sera de présenter, que le candidat présente ses travaux, donc son prototype, son patronage, que ce soit présenté devant un jury. Alors, on n'appelle pas le jury, pour ne pas confondre avec le jury de la CPNE, on appelle ça un comité technique, mais ça, on l'appelait comme ça déjà avant. Donc, ce n'est pas différent. Donc, le prototypiste, le candidat au CQP prototypiste va présenter ses travaux devant un comité technique composé de vous, experts métiers habilités, du référent entreprise et de un ou deux professionnels tierces de l'entreprise ou hors de l'entreprise. Attention à la confidentialité des sujets qui seront présentés, notamment lorsque vous souhaitez inviter des personnes dans ce comité d'entreprise, n'importe quoi, de ce comité technique, lorsque vous souhaitez inviter des personnes hors entreprise. Il ne faut pas que ça pose de problème à l'entreprise, justement, pour les problèmes de confidentialité, de référence d'articles, etc. Donc, vous pouvez faire appel plutôt à des personnes tierces, mais plutôt dans l'entreprise, voilà, pour éviter tout problème de confidentialité des sujets. On va passer à la diapositive suivante. Bon, là aussi très rapidement, c'est le même schéma. On est soit dans le cas d'un nouvel entrant ou d'un salarié en poste. Salarié en poste, c'est un positionnement. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même nuancer, c'est que si on est dans le cas d'un positionnement, effectivement, le salarié va passer son questionnaire, va réaliser ses travaux pratiques. Et si vous constatez des écarts, vous mettez en place une formation adaptée. Et à l'issue de cette formation, on ne va pas lui demander, pour valider ses compétences, de refaire les travaux pratiques. Mais on va lui demander de représenter en fait les travaux qu'il a améliorés au cours de son parcours de formation. Ça va, je suis claire? Je vois qu'il y a une question. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je réponds à la fin. Voilà. Sur le metteur au point, on retrouve les mêmes outils. Et là, pour le metteur au point, on n'est pas sur des travaux pratiques, quoique. On est sur un écrit professionnel. Encore une fois, il faut s'adapter. Vous voyez que les modalités d'évaluation, elles s'adaptent quand même au métier. C'est quoi un écrit professionnel? On va lui demander, soit à partir d'une étude de cas ou bien d'un produit réellement qu'il a mis au point, et bien de formaliser en fait tout le processus qu'il a mis en place pour arriver à cette mise au point. Voilà. Bien sûr,
cet écrit professionnel existait déjà hein, à l'origine. L'idée là aujourd'hui, vous le verrez, c'est qu'on peut permettre aux candidats du CQP metteur au point de présenter soit un écrit professionnel sur l'ensemble des blocs de compétences, mais aussi, il peut très bien, ce futur metteur au point, présenter un écrit professionnel uniquement sur un bloc. Voilà. C'est ça la plus grosse différence. On retrouve sinon les mêmes principes. Notre candidat aura un guide pour l'aider à l'élaboration de son écrit. Il bénéficie, ça c'était déjà en place, hein, d'une réunion de préparation d'une durée d'1 heure et d'un accompagnement de 4 heures. Ça, c'est vous, c'est votre job. Hein. C'était déjà en place et je n'ai pas changé les horaires, la durée d'accompagnement ou de préparation est identique. Voilà. Comme pour le prototypiste, pour le metteur au point, eh bien, cet écrit professionnel, il va être présenté devant un comité technique dont la composition est la même hein, que notre prototypiste, c'est-à-dire vous, 1 ou 2 professionnels tierces de l'entreprise ou hors entreprise, mais attention aussi toujours à ces problèmes de confidentialité. Et puis, bien sûr, vous serez accompagné du référent entreprise. Voilà. J'ai fini sur alors, les modalités. Voilà, processus, pas de... On retrouve hein, le même processus, si ce n'est aussi que vous voyez lorsqu'on est en poste, un salarié en poste, le positionnement consiste à la passation du questionnaire technique. En fonction de votre analyse du livret du candidat et de ce questionnaire technique, c'est à vous de dire soit on n'est pas très loin de la cible et donc, OK, on se lance sur un écrit professionnel. Donc, on demande dans un second temps, c'est l'évaluation, au candidat d'élaborer cet écrit professionnel. Et puis, il présente cet écrit devant un comité technique. Soit, dès le début, voilà, hein, à l'issue du livret ou des questionnaires techniques, vous repérez des manques, eh bien, vous mettez en place un parcours de formation. Et à l'issue de ce parcours de formation, eh bien, c'est l'évaluation finale où notre candidat va préparer et présenter cet écrit professionnel. Je viens de m'apercevoir quand même qu'il manque une flèche, parce qu'on peut très bien aussi détecter, je le rajouterai, on peut très bien détecter aussi lorsqu'on a affaire à un candidat qui nous paraît de bon niveau dès le départ, on lui dit OK, livret OK, questionnaire c'est plutôt pas mal, OK, on s'engage vers l'écrit professionnel. Mais à l'issue de l'entretien final, ou même lors de l'élaboration de l'écrit professionnel, vous pouvez peut-être détecter que, non, il va y avoir besoin de formation. Donc, en fait, j'aurais dû rajouter, vous voyez, une autre flèche de ma case orange vers aussi un parcours de formation. Voilà. Cette fois-ci, voilà, j'ai fini sur les modalités d'évaluation. Avant de finir sur cette slide, je vais répondre à votre question. Les évaluations auront lieu obligatoirement dans l'entreprise du candidat. Alors, ça peut être sur plateau technique, j'imagine. C'est ça votre Najwa, c'est ça votre question? Oui, tout à fait. Je me pose la question si on peut organiser les évaluations dans le centre de formation ou elles doivent être obligatoirement faites dans l'entreprise du jeune, puisqu'on est sur une certification, qualification professionnelle. Voilà, sur le guénier, effectivement, hein, le livret, le questionnaire, l'observation en situation, vous pouvez le faire sur plateau technique, mais il faut simuler quand même, il faut lui faire des choses hein, sur une observation en situation de travail. Donc, il faut préparer. Ça demande peut-être plus de préparation si ce n'est pas dans l'entreprise, c'est ça que je veux dire. Hein. Sur votre plateau technique, il faut lui demander, en fonction de la grille d'évaluation, lui demander un certain nombre comment je dirais, de
travail à faire, quoi, hein. Voilà, c'est une reconstitution de la pratique, hein. Voilà. D'accord. Okay. Voilà. Sur le metteur au point, le prototypiste, vous avez raison, ça peut se faire complètement de manière hors entreprise. D'accord, très bien. D'autant plus que prototypiste, on est sur des sujets, des travaux à réaliser. Donc ça peut se faire en entreprise, voire même, je dirais même plus, c'est plus facilement réalisable hors entreprise pour le prototypiste d'ailleurs. Et le metteur au point, pareil. Voilà. Merci beaucoup. J'avais, je crois, une dernière slide qui précisait, qui venait compléter, oui, sur les modalités d'évaluation. Donc, les outils qu'on a évoqués aujourd'hui ensemble, que vous connaissez déjà, on le rappelle, hein, ils vous sont fournis. Vous aurez, on a mis à venir, vous aurez un accès pour aller rechercher, récupérer tous ces outils, toutes ces informations dont vous avez besoin pour mettre en œuvre ces modalités d'évaluation. Cet accès sera un accès privilégié et du coup, vous êtes sûr d'avoir toujours les dernières versions des outils. Voilà. Chaque outil possède un mode d'emploi, c'est-à-dire pour voilà, le questionnaire, même dans le corrigé du questionnaire, vous avez un mode d'emploi pour être sûr de dire, mais mince, comment je note? C'est un point par bonne réponse. Voilà, tout est dans chaque outil. Voilà, on rappelle son utilisation. Chaque outil possède aussi un mode d'appréciation. On vient de le voir. Les évaluations se déroulent sur le site de l'entreprise et ou sur plateau technique avec des phases collectives, hein, comme la remise du livret, la passation du questionnaire technique, mais aussi avec des phases individuelles. Selon les CQP, hein, l'observation en situation de travail, là ici on parlait du guignée, elle peut se faire soit en binôme composé d'un évaluateur de votre organisme habilité, mais accompagné donc d'un référent entreprise. Ça, c'est lorsque l'observation a lieu dans l'environnement professionnel du candidat. Et puis, cette observation, elle peut avoir lieu aussi sur un plateau technique, on l'a vu. Et dans ce cas-là, l'évaluation, elle est conduite parfois uniquement par l'évaluateur de votre organisme habilité. On rappelle également, les outils ne doivent pas être diffusés à l'entreprise ni aux candidats. Il s'agit des sujets d'examen, surtout les questionnaires. Questionnaires, voilà, sinon ils vont être diffusés. Les promotions d'après auront déjà les questions, donc attention à la confidentialité de ces outils. Une fois que ces outils sont renseignés, ils restent en votre possession parce que c'est l'ensemble des preuves. Hein. Donc, ces outils renseignés constituent le dossier des candidats pour la délivrance du CQP par la CPNE. Hein. D'ailleurs, on le verra après, hein, c'est la manière dont sont complétés ces documents, ces outils d'évaluation. C'est aussi ça peut être contrôlé, en fait. Hein. Voilà, mais Bérangère et Réjeanne reviendront là-dessus. Oui, on parlait du fichier Excel, hein, l'outil de restitution des résultats, ça que vous connaissez. Voilà, ça vous permet, ce fichier est complémentaire à la plateforme. Ça vous permet de centraliser sur un fichier tous les résultats du candidat et d'avoir une trace, non seulement des résultats des évaluations, mais aussi de la formation, puisque dans ce fichier, vous pouvez également mettre vos commentaires en termes de parcours de formation. Voilà. Dernière chose importante, je vous parlais de ces fameux blocs de compétences. Les référentiels sont déclinés en blocs. Je vous parlais de la grille d'observation ou bien de l'écrit professionnel qui sont des outils qui peuvent se décliner en blocs de compétences. Donc, tout ça, c'est prévu. La différence, c'est notre questionnaire technique. Il était difficile, voire impossible, voire non pertinent, en fait, de produire, si vous voulez, autant de questionnaires que le bloc de compétences. Pourquoi ? Parce que nos questionnaires techniques évaluent des savoirs, des connaissances
qui sont mobilisés dans l'exercice de l'activité de notre gagné, par exemple. Donc, en fait, ces savoirs et ces connaissances, elles sont transverses, quel que soit le bloc. Donc, pour cet outil, on évalue des connaissances, des savoirs sur l'ensemble des blocs. Voilà, on ne va pas saucissonner encore ce questionnaire en N questionnaires en fonction des blocs. Ce serait déjà très, très pénible pour vous. Donc, c'est un questionnaire qui évalue l'ensemble des savoirs sur l'ensemble des blocs. Si un candidat souhaite, dit bah non, moi, je ne veux pas acquérir la totalité du CQP, mais juste le bloc 1, peu importe, il passe son questionnaire en entier et vous allez analyser et prendre en compte uniquement les résultats du bloc 1. En revanche, vous garderez précieusement les résultats du questionnaire sur le bloc 2 et sur le bloc 3 parce que ça peut resservir plus tard aux candidats qui souhaiteraient repasser de manière progressive eh bien, son bloc 2 et ensuite son bloc 3. Voilà. Je crois que j'ai fini. Non, pas du tout. Est-ce que sur les modalités, vous avez des questions? Bon. C'est que c'était clair. Jusqu'à présent, c'était clair. Petite nouveauté également sur les règles du jeu sur la validation du CQP en totalité ou de manière partielle. Donc, on le rappelle, le candidat doit valider tous les blocs de compétences pour l'obtention de sa certification dans son intégralité, que je sois d'ailleurs en formation ou en VAE. Voilà. En cas de validation partielle de la certification, bloc par bloc, une attestation est délivrée à chaque candidat pour les blocs que le candidat a validés, bien sûr. En cas de validation totale, c'est le document officiel qu'on appelle parchemin qui est délivré à chaque candidat. Alors, vous allez me dire, mais à quel moment on décide qu'un bloc est validé ou pas? Là aussi, les règles du jeu, vous les connaissez, peu de changements. Un bloc est acquis automatiquement si toutes les compétences composant ce bloc sont supérieures ou égales à 70%. Dans mon exemple ci-dessous, vous voyez que la compétence C6 et C7, elles sont acquises puisque je suis au-dessus de 70%. Mes compétences C6 et C7, en fait, elles composent notre bloc 3. Donc, on peut considérer notre bloc 3 comme acquis parce qu'on est au-dessus de 70%. Si les résultats d'une ou plusieurs compétences composant le bloc sont comprises entre 40 et 70%, l'entretien technique est mis en œuvre par l'évaluateur pour déterminer, en fait, pour vérifier si la compétence est bien acquise ou non. Ça, encore une fois, c'est les règles du jeu qui étaient déjà mises en place. Hein, d'accord ? Si je regarde mes compétences C1, C2 et C3, je m'aperçois qu'au niveau de l'observation au poste, par exemple, notre candidat est à 55%. Donc, il est en bleu, un peu dans notre zone de rattrapage. Donc, en tant qu'organisme habilité, lors de l'entretien final, je vais vérifier sur cette compétence C1 si elle est acquise ou pas. Là, dans notre exemple, l'évaluateur, à l'issue de l'entretien technique, a décidé qu'effectivement, il avait vérifié et que c'était bien acquis. Voilà. Étant donné que mes compétences C1, C2 et C3 sont acquises, soit directement ou soit après l'entretien technique, eh bien, on peut considérer que le bloc 1, qui est composé des compétences C1, C2, C3, est bien acquis. En revanche, et là, c'est l'exemple de mes compétences C4 et C5, on s'aperçoit qu'il y a des résultats inférieurs à 40%, et bien dans ce cas-là, le bloc, la compétence est non acquise, hein, c'est ma compétence C5, ou bien ma compétence C4. Même si j'ai eu de très bons résultats en observation au poste, le questionnaire, on est à moins de 40%, donc automatiquement, cette compétence C4, elle est non acquise. Ce qui fait donc du coup que mon bloc 2 n'est pas acquis. Donc, il va falloir voilà, faire quelque chose plus tard. Voilà.
La règle du jeu qu'a souhaité également mettre en place la branche, dans le cas, et c'est mon paragraphe tout en bas de cette diapositive, dans le cadre d'une forme progressive dans laquelle le candidat se forme et valide la certification bloc par bloc, un délai de 3 ans et 6 mois à titre dérogatoire est accordé pour valider l'ensemble des blocs de la certification. C'est-à-dire qu'il faut quand même, quand un candidat souhaite acquérir comme ça de manière progressive, il faut quand même maintenir une certaine dynamique et lui dire, attention, hein, si tu veux avoir ton CQP, c'est en 3 ans que tu peux le faire. Au-delà, il va falloir que tu repasses des blocs. Voilà. Parce que, en termes, déjà pour lui, c'est quand même plus intéressant d'avoir un CQP en entier que partiellement. Bon, après, tout dépend de ses projets. Et puis, en termes d'insertion professionnelle et sur l'intérêt de ce CQP, c'est quand même beaucoup plus, plus intéressant d'avoir des CQP obtenus dans l'intégralité. D'autant plus qu'on le rappelle, pour l'enregistrement au RNCP, il y a un suivi de cohorte. Ce suivi de cohorte, on ne compte uniquement que les titulaires du CQP dans son intégralité. Ceux qui auraient eu qu'un bloc ou 2 blocs ne sont pas comptabilisés. Donc, c'est aussi important de maintenir cette dynamique, de dire qu'il faudrait que tu ailles jusqu'au bout. C'est important aussi pour la survie, en fait, du CQP dans la branche. Ouais. Je pense que j'ai tout dit sur cette diapo. Vous verrez également, et vous l'aurez à disposition, dans le règlement de certification, on a également, la branche a souhaité également préciser des cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un candidat n'est pas là au comité technique, par exemple, pour présenter son projet écrit ou ses travaux? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez, effectivement, il faut qu'il se en cas d'absence de présentation du candidat aux évaluations certificatives, seule l'absence justifiée, un certificat médical, un arrêt de travail, peuvent faire l'objet d'un rattrapage. À ce moment-là, ce sera à vous de déterminer les meilleures modalités pour mettre en place ces sessions de rattrapage. Ça peut être une session organisée spécialement pour, mais vous pouvez très bien dire, cette session de rattrapage, elle aura lieu à l'occasion d'une nouvelle session, en fait, voilà, d'une autre promotion. C'est aussi votre rôle, en cas de non-validation, de rappeler, de dire, voilà, tu n'as pas validé ton CQP, rien n'est foutu. Si les résultats d'un candidat ne permettent pas à l'organisme habilité de valider les compétences d'un ou plusieurs blocs à l'issue de l'évaluation, vous devez préciser au candidat qui souhaite poursuivre les modalités de rattrapage. Et là, effectivement, c'est encore une construction, un nouveau parcours de formation selon vos préconisations, donc nouveau parcours de formation où effectivement, avant de repasser les travaux pratiques ou l'écrit professionnel, de demander au candidat peut-être de se former lui aussi en interne, en entreprise, sur telle et telle pratique, sur telle et telle compétence. Voilà. Je crois que cette fois-ci, j'ai fini sur les modalités. Voilà. Pas de questions? Alors, je continue sur ce chapitre. Aménagement des modalités d'évaluation pour les personnes en situation de handicap. Là, je vais aller très rapidement. J'ai vu que j'ai été bavarde au chapitre précédent. On vous rappelle juste que le certificateur, la CPNE de la branche, vous délègue, en tant qu'organisme habilité, la mise en œuvre des modalités d'évaluation et de formation. Ça veut dire aussi, lorsque vous avez affaire à des candidats en situation de handicap, on rappelle qu'une situation de handicap, ça peut être une situation permanente ou provisoire, quelqu'un qui s'est cassé une jambe, c'est pas de chance, mais ça, c'est une situation aussi de handicap. C'est à vous, organisme habilité,
de prendre en compte ces situations et de proposer des aménagements. Rien n'est imposé au niveau du certificateur, rien n'est imposé sur les conditions d'aménagement, parce qu'il y a autant d'aménagements possibles qu'il y a de situations de handicap. Voilà. D'ailleurs, ce rôle, vous êtes tous Calliope, d'ailleurs, ce rôle et cette mission, vous avez, en tant qu'organisme Calliope, vous avez aussi cette mission d'intégrer et d'avoir la possibilité de prévoir la possibilité d'aménager l'accueil des apprenants en formation, mais aussi d'aménager les conditions d'évaluation. Voilà. Donc, voilà, rien n'est imposé parce qu'il y a autant de situations et de possibilités d'aménagement que de situations de handicap. On vous a remis ici très rapidement un petit peu la procédure, hein, voilà, que vous connaissez, c'est Calliope. Hein. Si ce n'est qu'on vous précise que les aménagements au jury paritaire, les aménagements des conditions d'évaluation sont portés également à la connaissance des membres du jury paritaire lors de la délibération et de la délivrance du CQP. C'est important que vous fassiez aussi remonter ces informations en disant, pour cette personne-là, on a mis un peu plus de temps, ou il a eu une aide humaine, voilà, je ne sais pas. Hein. De préciser ces aménagements possibles tout en respectant un peu les confidentialités d'ordre médical ou personnel. Hein. Et d'ailleurs, même si ces informations sont portées à la connaissance des membres du jury paritaire, en aucun cas, ces situations sont portées, sont décrites dans le PV, dans le procès-verbal du jury. Hein. Voilà. Ça reste une information dite à l'oral, mais qui est importante que le certificateur soit informé pour bien, en termes de processus, dire ben voilà, on est prêt, c'est mis en place et mis correctement en œuvre. Voilà. Voilà sur cette partie. Très bien. Merci Claire pour toutes ces précisions. Effectivement, je pense qu'il n'y avait pas de questions parce que c'était très précis, sauf si vous souhaitez revenir sur un CQP en particulier, sur un process ou un outil d'évaluation, en sachant qu'effectivement, on va vous envoyer le support et tous les outils nécessaires à la mise en œuvre, hein, tout ce travail. Je vous propose de poursuivre parce qu'il nous reste quelques minutes ensemble. On voulait vous faire un focus sur vous, organismes de formation. Vous êtes habilité comme partenaire par la branche. Un rappel sur la procédure d'habilitation. C'est bien le certificateur, c'est-à-dire le CPNE de la branche maroquinerie, qui délègue la formation et l'évaluation à un ou plusieurs organismes de formation. Et c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Le certificateur, c'est-à-dire la branche, peut vous habiliter en tant qu'organisme simplement à former ou à évaluer ou les deux. Donc, à former sur un CQP une certification complète au RNCP ou alors une partie de cette certification au RNCP par plusieurs voies d'accès. Il est important de noter qu'un organisme de formation ne peut intervenir sans habilitation de la branche, de la CPNE. Nous ne sommes pas décisionnaires, donc le travail qui a été fait cette année, c'est de faire un état des lieux et de le présenter auprès des branches professionnelles pour dire, voilà, aujourd'hui, vous avez tel et tel organisme de formation habilité à former, évaluer ou les deux. Que souhaitez-vous faire ? Cette demande d'habilitation, elle a été effectuée, je pense que vous l'avez dû la faire en 2020, et puis nous l'avons reproposée auprès de la branche. À ce jour, voici la liste des organismes de formation habilités à former pour la maroquinerie. Sachant que dans cet état des lieux, nous avons vu que les conventions de partenariat arrivaient à échéance pour certains d'entre vous ou vont arriver à échéance. Donc, de cet état des lieux, nous allons le présenter, nous l'avons présenté à la CPNE maroquinerie qui a pris une décision, c'est de ne pas reconduire en tacite reconduction ces conventions de partenariat. C'est-à-dire de refaire de nouvelles demandes d'habilitation. Pourquoi ? Dans un premier temps, cette nouvelle demande d'habilitation, c'est pour remettre à jour
les organismes de formation habilités sur tous les CQP, sur quel type de CQP vous êtes habilité à former, ce qui va nous permettre de réactualiser et pour la branche aussi. La deuxième, tout simplement parce que les évaluateurs que vous avez décrits en 2020, habilités à évaluer, ne sont peut-être plus chez vous ou alors ne sont peut-être plus experts dans un domaine d'activité. Donc, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est de nous renvoyer cette nouvelle demande d'habilitation qu'on vous a envoyée par mail et de refaire, en tout cas, de re-remplir ce dossier, nous le transmettre pour qu'on puisse le proposer à la branche professionnelle qui va de nouveau vous habiliter sur vos CQP et identifier en tout cas les experts en capacité d'évaluer. Alors, arrêtez-moi et n'hésitez pas si vous avez des questions. Pourquoi l'OPCO2I intervient parce que nous sommes sous mandat de gestion. On vous a rappelé ici le rôle de mandat de gestion du pôle certification. Nous sommes chargés effectivement de recevoir et de traiter vos demandes d'habilitation pour les présenter en CPNE. Mieux vos dossiers seront construits, mieux nous allons pouvoir effectivement les présenter en CPNE pour qu'ils puissent vous habiliter à nouveau sur ces CQP. La deuxième chose, c'est ça va nous permettre aussi de construire avec vous et d'animer plus finement, en tout cas dans une logique d'amélioration, les CQP que vous proposez pour aussi travailler étroitement avec nos conseillers OPCO2I en territoire qui balayent au national nos entreprises et qu'ils puissent aussi proposer des sessions et être étroitement liés avec vous. Donc là, on est bien sur de l'animation de vos CQP et on va faire intervenir de plus en plus nos conseillers formation. Voilà pourquoi on intervient avec vous aujourd'hui. Cette construction, on a un rôle de contrôle et de régulation. Ce rôle de contrôle et de régulation, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour répondre aux exigences de France Compétences qui nous demandent à ce que tout organisme de formation habilité soit responsable de la qualité, en tout cas, des informations qu'il mène pour les CQP. Alors, il faut savoir qu'avant le jury paritaire et pendant le jury paritaire, l'OPCO2I et la CPNE s'octroient le droit d'un échantillonnage pour contrôler que toutes vos sessions soient faites en toute bonne conformité. Pour pouvoir vérifier cela, je vais laisser la main à Saravi puisqu'on peut le tracer grâce à la plateforme GAC. Merci Réjeanne. Donc effectivement, je vais vous présenter le sujet de la traçabilité des données des candidats qui passent le CQP en maroquinerie. Donc, afin de présenter les dossiers en CPNE, il est nécessaire, et c'est vraiment une étape incontournable, on vous a déjà sensibilisé sur le sujet récemment, mais la saisie des dossiers des candidats CQP sur la plateforme GAC. Donc, effectivement, cette plateforme GAC va permettre de gérer les candidatures de l'inscription jusqu'à l'obtention de la certification, de saisir le dossier candidat, suivre les évolutions et la validation des acquis, puisque effectivement, vous pouvez valider un bloc et des blocs ne pas les valider. Et après, le candidat, il a encore 3 ans pour passer le CQP de manière totale. Donc, aujourd'hui, on demande à l'ensemble des organismes partenaires de saisir tous les dossiers candidats CQP s'ils souhaitent que leur candidat soit présenté en jury CPNE. Donc, c'est maintenant une étape nécessaire, sachant que derrière, la plateforme aussi, elle sert aussi à obtenir des données pour l'accrochage à la CDC, donc la Caisse des dépôts de consignation, pour mettre à jour le passeport compétences orientation des candidats certifiés CQP, et aussi nécessaire pour faire le suivi de cohorte, puisque une fois que vous rentrez les données telles que les téléphones portables ou les adresses mail, il y a une enquête de suivi qui est faite après, une enquête d'insertion à 6 mois et à 24 mois. Voilà. Et ces données sont nécessaires afin de pouvoir déposer les CQP dont Claire a en charge auprès de France Compétences, et qui est des données très importantes puisque ça sert justement à étoffer l'étude d'opportunité, donc qui va défendre le dossier CQP en commission France Compétences. Ensuite, nous avons le process de présentation des dossiers au jury CQP. Donc là, on est plutôt sur
le process, l'aspect plutôt administratif. Donc là, on vous présente un petit rétro-planning, toutes les étapes avant jusqu'au jour J du jury CQP. C'est-à-dire qu'avant le jury, on vous recommande de saisir le dossier CQP sur la plateforme GAC bien en amont. Il y a quand même pas mal de champs à compléter, donc ça va aux données du candidat jusqu'à l'entreprise, jusqu'à identifier l'évaluateur et saisir les évaluations. Donc, il y a pas mal de choses à rentrer. Et ensuite, à J-3 semaines, il faut que vous y rentrez les données, mais il faut aussi que vous m'ayez transmis le support de présentation qui sert justement à présenter le candidat. Donc, si vous avez une trame PowerPoint qui reprend le projet de l'entreprise et notamment le fichier Excel justement qui vient consolider toutes les données concernant le candidat avec les informations du type statut du candidat et aussi l'issue après le CQP. Par exemple, si c'était quelqu'un un CDD ou un nouvel entrant, la branche elle souhaiterait savoir si la personne est bien restée en entreprise et si elle a été embauchée en CDI ou en CDD ou elle est toujours à la recherche d'emploi. Donc ça, c'est des informations importantes. Et puis après, une fois que moi, j'ai bien analysé les dossiers, donc l'ensemble des dossiers présentés que vous avez déposés dans la plateforme, donc les outils que Claire elle a présentés, dont le fichier Excel qui vient reprendre les données consolidées des résultats. Moi, je les envoie 2 semaines avant aux membres du jury. Donc, s'il n'y a pas de questions complémentaires ou autres, je ne reviens pas vers vous. En revanche, effectivement, pendant une semaine, j'ai une semaine pour traiter ces dossiers. Et s'il y a des questions, je peux revenir vers vous pour avoir un peu plus de précision parce que là, je me dis, sur les données saisies, il y a une petite incohérence. Peut-être que le dispositif de financement, il n'est pas clair. Vous avez mis autre. Donc, moi, je vais revenir vers vous parce que je sais que les membres du jury, ils vont me poser la question. C'est ça à quoi sert cette semaine d'échange entre moi et les organismes de formation habilités. Une fois que tout est bon, à J-2 semaines, j'envoie l'ensemble des éléments. Donc, il y a aussi tous vos dossiers que vous avez adressés, déposés sur la plateforme, donc les outils, le fichier Excel, le support PowerPoint de présentation des projets de l'entreprise. Et d'ailleurs, en maroquinerie, il faut savoir que c'est le partenaire, l'organisme de formation habilité, qui vient présenter le dossier des candidats qui est présent en jury. Donc, il faut aussi se bloquer un certain temps pour les présenter lors du jury. Et enfin, le jour J, à l'issue de votre présentation et des éléments adressés en amont, le jury donne sa décision s'il valide ou pas le dossier des candidats. Alors, pour conclure, on va terminer avec cette présentation. On arrive à être un peu dans le timing. C'était prévu jusqu'à 15h30. Donc, sachez déjà que vous allez recevoir ce replay, cette présentation et tous les outils d'évaluation ainsi que les référentiels. Vous allez les recevoir par mail. On vous avait fait un rappel des différentes étapes d'intervention, de vos champs d'intervention, donc sur 3 thématiques, plutôt la communication et le cadrage de vos CQP, l'organisation et la mise en œuvre de la formation en interne, et puis sur le processus de la certification selon la voie d'accès. Donc là, vous allez retrouver en tout cas les missions en tant qu'organisme de formation que je ne vais pas rebalayer parce que je vois l'heure qui tourne, mais plutôt laisser place aux questions si vous en aviez avant de terminer cette présentation pour venir consolider. Déjà, on vous remercie d'avoir participé et sachez qu'effectivement, Saravi et moi-même se tient à votre disposition pour échanger par mail, par téléphone, pour toute question qui viendrait à la suite de cette présentation. Avez-vous des questions sur lesquelles vous souhaiteriez avoir des précisions ? Ça. Oui, Thierry Voisin, CTC. Oui, Thierry. Alors, j'ai bien intégré tout ce que vous avez évoqué, etc. Merci pour la présentation, c'est très clair. Ce que je n'ai pas vu, mais vous allez peut-être l'évoquer plus tard, c'est est-ce que vous faites des propositions de tarification forfaitaire pour les positionnements en fonction des CQP? Et pourquoi on ferait des propositions de tarification? Parce que initialement, sur les CQP, on avait des positionnements sur lesquels
les OPCA à l'époque nous disaient le positionnement sur un CQP coupe, c'est pris en charge à 600 €. Sur le CQP prototypiste ou metteur au point, enfin metteur au point en l'occurrence, c'était 1 000 € parce qu'il y avait un accompagnement sur le projet. Donc, est-ce que c'est aux organismes de formation de proposer une tarification ou est-ce que vous dites tel positionnement sera pris en charge à telle hauteur? Comment est-ce que vous pensez fonctionner sur ce sujet? Alors, en fait, nous, les OPCO, aujourd'hui, nous avons les branches qui nous indiquent des prises en charge. Exemple, sur les contrats de professionnalisation, elles décident, certaines, d'avoir une prise en charge avec un forfait, par exemple, dans le cadre de contrats pro. Donc, ça veut dire que l'entreprise aura cette prise en charge sur ses CQP. Donc, c'est des règles mises en place par la CPNE. Aujourd'hui, nous, au Opco2i, on n'a pas, effectivement, moi j'ai connu à l'époque, j'ai connu Fortac, Opcalia, donc j'ai connu ces Oui, on a prises en travaillé charge, ensemble ces sur ces forfaits. sujets, Bérangère, oui, tout à fait. Voilà. Et effectivement, c'était l'OPCA qui indiquait ces tarifications aussi pour une harmonisation et aussi pour avoir effectivement une maîtrise de maîtrise et pas avoir de Oui, débordement sur voilà. C'était trop aussi d'hétérogénéité sur la proposition. Exactement. Exactement. Là, aujourd'hui, après, on peut aussi en parler pour que la CPNE, là, je parle de ce cas en particulier de la branche maroquinerie, puisqu'il faudrait dupliquer les questions pour toutes les autres branches. On pourrait effectivement demander à ce que la CPNE statue sur, en tout cas pour le contrat pro, cette prise en charge. Mais il n'y a pas de règles, comme vous le savez, il y a 32 branches, donc il n'y a pas de règles. Pour le moment, il n'y a pas de Parce règles. que nous, en tant qu'OF, contrat pro ou autre financement, de toute façon, on va avoir un forfait qui sera le même. Donc, soit effectivement, vous nous guidez ou vous nous dites, nous, le positionnement, il y a un forfait qui est de temps, soit effectivement… Aujourd'hui, il n'y a pas de forfait. D'accord, donc on décide effectivement de quel est le forfait, le coût de ce positionnement par OF. Oui. D'accord. Qui peut aussi, et c'était un peu le cas déjà à l'époque, qui peut aussi varier, c'est-à-dire que si vous avez 10-15 candidats à évaluer avec, pour certains, des questionnaires techniques à renseigner qui peuvent être groupés et à l'inverse avec des candidats qui doivent être évalués individuellement, forcément, votre coût ne sera pas le même. Et c'était déjà le cas précédemment. Ça, c'est sur le livret du candidat éventuellement, oui. Voilà. Et peut-être le questionnaire technique, ouais. Exactement. Après, ce qui va prendre du temps, avant, notamment avec les blocs de compétences, c'est l'observation au poste. Hein. Comment? Ce qui va prendre du temps, notamment avec les blocs de compétences, c'est l'observation au poste. Oui. Qui là est peu, enfin, on ne peut pas trop la réduire. Hein. Non, c'était déjà le cas avant. Oui, tout à fait. C'était déjà le cas avant. L'observation au poste, effectivement, il y avait un temps donné et là, les personnes devaient faire ça, vous deviez faire ça individuellement, tout à fait. Exactement. Oui, tout à fait. Puis tout dépend aussi, là, effectivement, à l'époque, il y avait un forfait, mais bien évidemment, en fonction du nombre de personnes que vous allez évaluer en termes de géographie, de la proximité ou non, évidemment, c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait des forfaits, mais moi, j'ai connu des époques où vous n'acceptiez pas, alors je dis vous, mais c'est les évaluateurs, hein, pour X candidats, ne se déplacez pas, parce que comme on avait imposé des forfaits, c'était pas rentable. Ouais, alors nous, ce n'était pas notre cas parce qu'on a une mission de proximité vis-à-vis des entreprises membres CTC, mais je peux comprendre que pour d'autres, effectivement, c'est un problème. OK, bon, s'il y a des nouvelles là-dessus, je suis preneur d'infos. Deuxième question, dans notre rôle, on doit faire la promotion des CQP auprès des entreprises. C'est vrai que dès qu'on est en relation avec des entreprises sur ces sujets, on nous demande un peu des éléments. On aura dans le kit que vous allez nous transmettre des éléments qui présentent les CQP, qui font un peu la promotion des dispositifs par CQP, comme on a eu par le passé également. Alors, il est prévu dans un futur proche, à venir. Alors, pas forcément à votre disposition, mais plutôt à disposition du réseau des conseillers. Et pareil, hein, je suis désolée,
je parle d'un temps passé, mais à une époque oui. où on avait les conseillers et c'est de l'objectif, hein, d'avoir aussi des conseillers avec qui vous présenterez ces certifications, et ces conseillers vont être outillés, et moi je vous invite à prendre contact avec eux, parce que effectivement il y a la certification, la présentation de la certification, mais quelquefois les entreprises elles vont vite sur le sujet du financement. Et là, il n'y a pas mieux que d'être ensemble avec le conseiller. Et après, il n'y a pas que le financement, Ouais. évidemment, hein, parce que si Alors, l'entreprise, elle fait ça que pour le financement, voilà. non, mais là, pour le coup, ma question n'était pas du tout sur le financement, elle était vraiment sur la présentation du dispositif. Ok. Comme il y a pu avoir des fiches auparavant, alors, effectivement, Oui. on Alors, les remonte fiches, un peu elles dans le temps, étaient, mais des fiches de présentation. les fiches présentation, elles étaient, à mon sens, plutôt en outillage des conseillers, mais ça veut dire que vous les utilisiez aussi? Oui, parce que il me semble bien que c'était diffusable. En fait, ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce qui est diffusable aux entreprises pour qu'on puisse leur présenter le dispositif et leur donner un peu d'infos. Nous, on est en relation avec une entreprise actuellement sur la partie metteur au point, et effectivement, ils nous demandent des éléments. Alors, aujourd'hui, en l'état, on n'a pas d'outillage communication, mais après, c'est effectivement quelque chose qui est à réfléchir. Pourquoi pas? Et qui pourrait aussi servir aux conseillers, pour le coup. Tout à fait. Mais oui, c'est une bonne question. En plus, je suis vraiment désolée, je vais devoir vous laisser. J'ai une autre réunion avec France Compétences qui a démarré. Ah, ben super. Merci Bérangère, à bientôt, bon courage. Mais je vous laisse avec Réjeanne, Saravi et Claire si jamais il y a moi, j'ai d'autres posé questions. mes questions. Merci beaucoup. Je suis désolée, hein. Et si jamais on a des petites questions en suspens, on reviendra vers vous, bien évidemment. Je suis vraiment désolée, hein. Je dois vous laisser. Bonne journée à tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai vu une main levée. Oui, moi, j'avais une question, c'est concernant l'organisation des CPNE pour faire passer les certifications, puisqu'on a un volume certain de certifications à faire passer. Et on voit bien que ça bloque au niveau de l'organisation des CPNE, ou alors elles sont, on ne peut pas aborder le sujet, et du coup, c'est reporté à une autre. Donc, entre les contraintes de temps, l'attente aussi de nos candidats qui auraient passé la certification, de voir une reconnaissance de ce qu'ils ont investi, on aurait besoin de travailler plus en amont, en fait, un calendrier, si c'est possible, un calendrier annuel ou pluriannuel, avec les différentes certifications et une idée des volumes. Voilà. Parce qu'effectivement, là, nous, avec Claire, on a vraiment envie d'aller dans cette démarche, mais on est bloqué et on amène une certaine frustration par la capacité à présenter les candidats, pas à les accompagner, mais à les présenter. Par rapport à cette question, on est bien sur le sujet des dates de CPNE pour présenter les candidats au jury. Oui. Alors effectivement, chaque branche fonctionne différemment. Certaines branches, elles ont un calendrier précis qui nous est annoncé début janvier ou fin décembre sur l'ensemble des années. Malheureusement, et c'est aussi un sujet qu'on leur demande souvent, c'est d'anticiper les dates de CPNE parce qu'il y a des branches qui les fixent en fait au fil de l'eau ou au fur et à mesure en fonction des sujets qu'ils doivent faire valider rapidement, en urgence. Et il faut savoir aussi que c'est vrai qu'en CPNE, il y a énormément de membres de CPNE, donc c'est en fonction de leur calendrier et qui n'est pas forcément simple. Ils se rassemblent en présentiel et certains en distanciel, donc il y a aussi ce sujet-là. Mais sur la branche de la maroquinerie, on essaye d'avoir une date ou alors 2 dates programmées. Mais ce n'est pas forcément simple. Et moi, quand j'ai ces dates, justement, qu'on va à la pêche de ces dates, j'en informe dès que possible les organismes de formation, parce que je sais que pour vous, ce n'est pas simple, parce que moi-même, je dois transmettre les éléments 2 semaines avant, voire 3 semaines. Les dossiers doivent être déjà déposés parce qu'il me faut 1 semaine pour les instruire. Et après, 2 semaines avant, on envoie tout aux membres de la CPNE parce que c'est le process. Du coup, au niveau malheureusement des calendriers de CPNE, on n'a pas de visibilité dessus. Est-ce que ce n'est pas un point qu'on pourrait aborder pour mettre en place un process à ce niveau? Parce que sur
Enfin, je pense à certains CQP, mais potentiellement, on a une centaine de personnes, enfin, pas potentiellement, c'est Une même centaine sûr. de personnes. Oui, on a une centaine de personnes par an. Donc, c'est pas, voilà, on a un effet accélérateur parce que c'est aussi dans notre stratégie de reconnaissance des compétences, mais on va plus être à 20 dossiers ou 10 dossiers par an, mais plutôt à D'accord. une centaine. Voilà. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de nous adresser un mail à Réjeanne et moi. Ça veut dire qu'en fait, vous allez quantifier le nombre de candidats que vous avez prévus si vous avez la visibilité sur les évaluations, les dates de fin d'évaluation. Parce que c'est une fois que l'évaluation ou positionnement, bref, quand ils sont prêts à passer en jury, qu'en gros, vous les inscrivez. Donc, comme ça, moi, j'aurais un peu j'aurais des arguments à dire, bah, attendez, en CPNE, nous, on a déjà tant ou tant de personnes qui sont prêts à peu près à cette période-là. Par exemple, si vous me dites en juillet, il y a des candidats qui vont passer des évaluations, je vais leur dire bah, en juillet, ce serait bien que, bon, alors août, il n'y aura pas de CPNE, hein, mais qu'en septembre, ils fixent déjà une date pour faire passer ces fameux candidats. Quand vous me dites qu'il y en a beaucoup. Nous, on peut proposer, parce que c'est plutôt comme ça, enfin, en fait, on est un peu contraint par la capacité à pouvoir étudier nos dossiers. Nous, c'est plutôt dans le sens inverse. Mais si on vous propose 2 sessions par an, c'est des ça peut aller dans le bon préconisations qu'on sens. peut donner Oui. à la CPNE. On peut préconiser en disant, organisme de formation, vous avez besoin effectivement d'avoir une visibilité. On peut en tout cas leur préconiser de faire 2 dates par an où effectivement seront évalués. Après, on n'est pas décisionnaire, mais on peut leur expliquer votre demande, bien remonter sûr. leurs besoins. Oui. Et si vous quantifiez le nombre de candidats aussi, ce serait bien aussi. Oui, mais ça, on a une bonne visibilité sur le sujet. Voilà, plus il y a de nombre de candidats et ils vont comprendre en fait l'urgence. Voilà, ils vont comprendre un peu l'urgence parce que derrière, il faut quand même qu'on justifie des flux dans l'année. Ça sert aussi à faire du suivi de cohorte, ça sert aussi à déposer les CQP. Donc, si vous en avez pas mal, il faut nous faire remonter absolument vos besoins. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de sujets qui traitent. Je sais que là, il y a une CPNE le 22 mai et j'avais un organisme de partenaire qui voulait aussi présenter des dossiers. Malheureusement, on n'a pas pu tout faire passer. Bon, voilà, pour cette CPNE, il y a 8 candidats pour un OF qui peut les faire passer, mais parce qu'il y a plein de sujets et du coup, des fois, ils ont 2 heures, 3 heures, on ne peut pas balayer tous les sujets. Et en plus, eux, ils ont besoin d'un certain temps. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les partenaires viennent présenter juste 15 minutes. Ils veulent vraiment leur consacrer un certain temps pour qu'ils puissent présenter les candidats, comment s'est déroulée l'évaluation, détailler le parcours de tel et tel candidat, quelles sont les difficultés rencontrées. Et donc, ils ne veulent pas non plus bâcler le sujet. Et donc, c'est vrai que ça prend un certain temps. Et qu'on n'a pas pu faire passer tous les sujets sur ce 22 mai. Voilà. Mais on va leur transmettre l'information. Donc, si vous nous faites l'information là par mail, on peut leur dire déjà commencer à leur sensibiliser, transmettre le message à ce sujet. Sachant qu'on l'a déjà fait, mais la maroquinerie, je pense que Claire, elle est au courant, mais c'est un peu, voilà, c'est une branche qui effectivement on n'arrête pas de détanner pour avoir des dates et anticiper nous, parce que nous on leur dit aussi, vous nous communiquez des dates comme ça 2 semaines avant, mais nous-mêmes on a un agenda déjà bloqué. Donc pour nous aussi c'est contraignant. Des fois on leur dit, nous on vient de connaître la date de CPNE, désolé, mais on est déjà sur notre CPNE. Donc on ne pourra pas vous accompagner aujourd'hui, enfin sur cette CPNE, parce qu'on a quand même 29 branches qu'on accompagne. Donc, nous, c'est pareil. On a le même sujet. Très bien. On va peut-être qu'à plusieurs. Voilà. Et au moins, si on a des éléments concrets, des éléments factuels, on peut voilà, les pousser à programmer des dates de manière prioritaire et à mettre le sujet sur la certification. Voilà. Parfait, merci. C'est noté en tout cas. Est-ce que vous aviez d'autres questions en ce sens? Non? Écoutez, je vais arrêter l'enregistrement. Vous souhaitez un bel après-midi. Vous allez tout recevoir par mail et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous aviez
d'autres questions. Merci Claire pour ton intervention. Merci Saravi et à très bientôt. Merci Claire. Merci beaucoup, à bientôt. Merci pour votre participation. Bonne journée, au revoir. Au revoir.